Bonjour à tous. Eh bien, ceci est en fait une répétition pour la conférence Tunisia Communication Days qui aura lieu le 13 décembre, pour laquelle je me suis mis un défi. C'est de répondre aux principaux défis 2023 de la communication digitale, et c'est pas simple. Je vais essayer ici d'en faire le résumé en 30 minutes, ce qui est un peu une gageure. Alors d'abord, à propos de moi, j'ai fondé Visionary Marketing il y a à peu près 30 ans, donc ça fait près d'un tiers de siècle dans la communication digitale et dans le digital en général, aussi dans le e-commerce à certains moments de ma vie, et dans le e-business au sens large, les médias sociaux, et puis depuis 2014, plus particulièrement dans le content marketing et notamment en B2B dans la high-tech. Donc on y reviendra parce que c'est un point important. Le B2B est une part importante du commerce, puisque c'est à peu près les 2 tiers du commerce, et les 2 tiers du e-commerce aussi d'ailleurs au Royaume-Uni déjà aujourd'hui. Alors, le sujet étant de prédire l'avenir dans un environnement incertain, comme je l'ai dit, c'est une gageure. Donc je vais commencer par peut-être quelques notes sur les prédictions sur l'avenir, puis je reviendrai sur cette année de rebondissement. J'en ai pris quelques-uns, c'est pas exhaustif, il y en a tellement, c'est impossible de faire le tour. Et puis je me poserai la question de savoir ce qu'il faut faire en 2023 quand on est un marketeur, et notamment un marketeur digital. Et puis quatrième point, les conseils en marketing pour 2023. Alors, tout d'abord, prédire l'avenir dans un environnement complexe, comme le dit Václav Smil. En général, ça finit par deux choses, c'est soit l'apocalypse, soit le paradis. Et en fait, la réalité est souvent entre les deux, c'est très difficile. Prédire dans un système complexe, c'est prédire avec beaucoup de paramètres. Et quand on est dépassé, la prévision n'est pas toujours possible. Donc je dirais il faudrait presque faire des non-prévisions et donner les moyens aux marketeurs en fait de prévoir l'imprévisible. Alors ceci vaut également pour les préoccupations liées à l'environnement, j'y reviendrai tout à l'heure. Elles sont loin d'être négligeables, et c'est pour ça d'ailleurs aussi que je fais référence à Václav Smil. Alors partant d'incertitude, eh bien déjà commençons par ce sentiment d'incertitude fort qu'on voit aujourd'hui. Alors bon, je ne vais pas revenir sur les multiples crises qui se sont enchaînées, c'est pas la peine, les plaies sont encore vives, et à l'époque, la 9e vague de Covid et aussi des réactions dans certains pays qu'elle suscite, eh bien forcément on est forcément marqué par cette chose-là, et on pensait en être sorti, mais en fait d'une crise naît d'autres crises. Bon, c'est un temps d'incertitude forte, ça c'est clair, on va pas le nier. Mais par contre, si on regarde l'histoire et qu'on prend un peu de recul, bon, finalement, on va dire l'incertitude n'est pas une invention du 21e siècle. Déjà, on le disait déjà en, dans le 20e siècle, dans les années 90, parce qu'on avait déjà un fort sentiment d'incertitude. Mais en fait, quand on regarde dans le passé, si on regarde, ne serait-ce qu'au début du XXe siècle, vous n'avez pas besoin d'un dessin, entre 1914 et 1950, c'était pas forcément la joie. Mais en fait, si on revient en arrière, les années 20, 30, c'était pas terrible non plus avec la crise. Et puis les années du 19e siècle, entre 1789 pour notre pays jusque 1870-80, ça n'a pas été fabuleux non plus. Donc vous n'avez pas besoin d'un dessin pour ça, il suffit de relire l'histoire, mais souvent on oublie l'histoire et on finit par croire que notre époque est singulière, mais elle ne l'est pas forcément. Alors, il faut par rapport à cela intégrer réalisme et optimisme, accepter cette incertitude. Ça ne sert à rien de prévoir des catastrophes, parce que les catastrophes n'arrivent pas toujours, elles arrivent même en fait rarement quand on les prévoit. Et puis mes conseils, ça va être des conseils pratiques. Alors ça va être des conseils un peu à la marge, parce que le marketing est une discipline qui est en
je ne veux pas dire en cours de réinvention, parce que les marketeurs n'ont pas l'air de se réinventer beaucoup, mais qui est sous pression. Elle est sous pression depuis longtemps, d'ailleurs, parce que quand quiconque fait du marketing discute avec un commercial ou même un consommateur, et vous dire c'est du marketing, en gros ça veut dire c'est de la tromperie. Et ils n'ont pas toujours tort en plus. Donc le marketing a besoin de se réinventer, mais on peut difficilement dire quand ça va arriver. Même si on signe des chartes de responsabilité à la DTM, et j'étais un des premiers à signer cette chose-là. Alors, revenons sur 2022, redescendons un peu sur Terre, et voyons cette année de rebondissement. Comme vous voyez, la crise n'est pas finie. Il y en a tous les jours. J'avais pris une information qui est tombée sur mes descripteurs il y a quelques heures, en fait. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, au tout début décembre, on nous prédit les coupures d'électricité. Alors, comme je l'ai dit, souvent, quand on prédit les catastrophes, elles n'arrivent pas. Donc, il n'y a pas besoin de paniquer non plus. Mais par contre, quelque part, il y a aussi le doigt qui est mis sur un monde qui est devenu hyper fragile, comme aurait dit Niklas Tayeb. Et ces crises révèlent un monde qui est fragile, et le digital a sa part de responsabilité là-dedans, parce qu'on a tellement digitalisé les choses que, effectivement, on se met parfois en difficulté. Alors, après la crise, comme j'ai dit, entre guillemets, pourquoi ? Parce que finalement, d'une crise naît d'autres crises. Mais tout cela, on ne va pas en parler parce qu'on n'a pas la maîtrise. Donc, comme on n'a pas la maîtrise, ça ne sert à rien de se stresser. On va regarder les choses et on va essayer de trouver des conseils pratiques pour aller de l'avant. Alors, faisons une petite rétrospective de 2022. La petite rétrospective de 2022, elle est assez saignante. Ça commence par... c'est une année riche en rebondissement qui a commencé par le rachat de Twitter, qui était une véritable saga. D'abord j'achète, puis après j'achète plus, puis après je rachète, puis après je supprime, puis après je recommence, puis après on ne sait plus. Au bout d'un moment, on ne sait plus, à tel point qu'on en a qui nous disent on quitte Twitter, les entreprises quittent Twitter, puis après, la minute d'après, Musk va vous dire qu'on n'a jamais fait autant de visites. Enfin bon, là, il faut prendre un peu de recul. C'est ce que j'ai fait, j'ai appelé Kelsey Checkering de Forrester. Et je me suis dit, mais c'est quoi le conseil ? Qu'est-ce que vous nous donnez comme conseil ? Alors, elle nous a donné un conseil, je n'ai pas encore publié d'ailleurs sur Visionary Marketing, mais je vais bientôt le faire, qui est assez saignant, puisqu'elle nous dit les marques devraient arrêter de faire de la publicité sur Twitter, parce que l'environnement est trop incertain, pendant un trimestre, même 2 trimestres. Et tant qu'on y est, je lui ai posé la question, et je lui ai dit, mais est-ce qu'elle doit continuer à poster aussi de manière organique ? Et là, elle me dit, non, si on arrête la publicité, on arrête aussi de poster. Donc on pose le stylo pendant 6 mois. Je ne suis pas tout à fait d'accord, en fait. J'ai réfléchi à ça, j'entends ce qu'elle dit. La publicité, oui, vous pouvez l'arrêter, parce que je ne suis pas certain que ça serve à grand-chose, parce que j'aurais pu mettre beaucoup d'exemples ici, mais je n'ai pas le temps, d'entreprises qui font de la publicité sur les médias sociaux, mais qui ne comprennent pas ce que c'est les médias sociaux, donc ils mettent une publicité. J'ai vu notamment une publicité pour DS récemment, sur son... Alors c'était sur LinkedIn, c'était pas sur Twitter, mais enfin c'est pareil. C'est sur la DS hybride électrique fabriquée en Chine. Et il se faisait déchirer. Mais déchirer. À juste ou à mauvais titre, d'ailleurs, c'est pas à moi de le dire. D'ailleurs, je n'ai pas d'avis. Enfin, si, j'ai bien un avis sur la question, mais c'est de la politique, et donc ça ne m'intéresse pas ici d'en parler. Mais ce qui était intéressant ici, c'est l'absence de commentaires de la part de la marque qui ne répond pas. Donc en fait, ils font une publicité sur un média interactif, mais ils ne le considèrent pas comme un média interactif. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Je vais étudier à mes étudiants. Et ça fait 15 ans que je fais ce travail. Et ça fait 15 ans que je vois des marques qui publient sur les médias sociaux de manière mécanique, sans jamais même essayer de répondre. Parce que c'est
un petit silo qui a fait son petit article ou sa petite publicité Twitter ou LinkedIn ou autre et qui ne cherche pas à répondre. Donc, ici, on a, je dirais d'une part, les marques qui n'ont pas vraiment bien compris les médias sociaux et puis des médias sociaux qui sont en train de beaucoup changer et qui sont en train de devenir des masses médias sociaux. Alors ça, c'est vraiment un gros changement. Gros changement qu'on trouve aussi chez Meta. Alors, j'ai pas essayé d'être exhaustif ici parce que j'aurais pu parler aussi de TikTok. TikTok, c'est la grosse mode. Mais en même temps, c'est très décrié. Il y a beaucoup d'incertitudes autour de ça. Notamment sur son appartenance à la Chine et toutes les choses qui vont autour. Mais là encore, c'est de la politique, donc on n'en parlera pas non plus. Donc la saga Meta, bah ça c'est intéressant aussi parce que on ne peut pas... première fois en 15 ans justement que je fais faire mes exercices par mes étudiants et qu'on trouve des marques au Royaume-Uni, parce que là c'était le Royaume-Uni, où on ne poste plus du tout sur la page Facebook. Plus du tout. C'est-à-dire zéro. C'est la première année que je vois ça. Des grosses banques en l'occurrence, mais ils ont quasiment tous arrêté. Tous. Alors, au Royaume-Uni, ils sont un petit peu plus en avance que nous. Alors on pourrait dire, Meta, c'est fini, puis en même temps, Zuckerberg, d'ailleurs, peut devancer le mouvement, parce qu'il a changé le nom d'entreprise, c'est devenu Meta, c'est plus Facebook. Et Meta est devenue une société de technologie, en fait. Et quelque part, il y a un défaut de vision. En fait, comme j'ai dit, les médias sociaux sont en train de changer, ils sont plus qu'en train de changer. C'est, d'une part, il y a je dirais une pipolisation, si vous me permettez ce terme, des médias sociaux qui deviennent très très grand public, ce qui d'ailleurs fait fuir à grands pas le B2B. Et en même temps, il y a des sociétés comme Meta qui sont des sociétés qui se sont bâties sur les médias sociaux, mais qui ne sont plus des médias sociaux. Meta, c'est plus des médias sociaux, c'est une société de tech qui est en train de préparer le web immersif, parce que c'est ça en fait, à la base du changement Meta. C'est pas le métaverse. Le métaverse, c'est dans 10-15 ans. Il le sait, ça. Il l'a dit, d'ailleurs. Il le sait. C'est pour plus tard. C'est pas mûr. Mais il a utilisé ça comme un artifice de communication pour qu'on s'intéresse à lui. Ce qui a plutôt bien marché, d'ailleurs. Mais là où ça va commencer à fonctionner, c'est sur le web immersif, sur la réalité augmentée, parce que on le voit, il y a des exemples. Il y avait des exemples déjà avec Metaio, il y a très longtemps, qui a été racheté par Apple. Donc, ça devient... Google a fait également avec LiveView. Bon, il y a plein d'applications qui sont en train de naître, qui sont en train enfin d'arriver. Au bout de 10-15 ans, et ça paraît logique, il y a une bonne maturation. Donc, on peut s'attendre à ce qu'on trouve du web immersif, et notamment dans le domaine B2B, on va trouver du web immersif dans les réunions en ligne, parce que peut-être qu'un jour, je pourrais faire cette réunion par hologramme, sans payer 10 000 euros, parce que c'est à peu près ça. Comme notre ami Mélenchon, enfin comme nous on le faisait chez Orange il y a déjà 15 ans, hein. C'est vieux. Mais bon voilà, donc c'est le web immersif. Donc tout ce paysage de médias sociaux est en train de changer, et qu'est-ce que doivent faire les marques là-dedans? Eh bien s'adapter. Comme j'ai dit, il faut être prudent. Bon, à mon avis, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Bon, il ne faut pas non plus être obnubilé par les outils, parce que les outils sont en train de changer, les techs sont en train de changer. Donc soyez prudents, restez dedans, jouez avec et apprenez à évoluer avec. Alors après, il y a le e-commerce qui s'est pris une bonne claque. C'est un peu normal parce que ça a tellement bien marché pendant le Covid, il fallait bien qu'il y ait une correction. Mais c'est quand même des gros acteurs, dont je ne citerai pas le nom quand même ici, qui font moins 30% quand même. Donc là, c'est pas n'importe quoi. Et puis, il y a la fameuse saga, on pourrait faire saga crypto, NFT, blockchain en fait. On pourrait faire un package et Web3, parce que c'est la même chose, un truc qui est un peu mélangé. Le Web3, c'est pas le web sémantique de Web 3.0 de Tim Berners-Lee de 99, hein, c'est le web drivé par la blockchain, décentralisé et à base de NFT, de crypto et de blockchain. Bon, grosse crise des cryptos et des NFT, les NFT qui se sont écroulés, les cryptos qui se sont effondrés. Mais bon, ils n'ont pas disparu non plus. Hein, mais alors, le Web3, j'ai mes doutes parce que c'est un peu un terme qui a été inventé par Gavin Wood
le patron d'Ethereum. Donc c'est un petit peu la dinde qui vote pour Noël, qui veut vous dire que l'avenir c'est Ethereum et que l'avenir du web c'est d'être décentralisé, passer par Ethereum. Et là donc du coup il y a un hiatus. Est-ce qu'il faut jeter le Web 3 et passer à autre chose? Non, il faut le garder à distance, regarder et rester prudent. Et, comment dire en anglais, keep your options open. Donc toujours rester très prudent. Et puis, il y a l'intelligence artificielle, alors notamment dans mon domaine, GPT-3, et puis j'ai eu GPT-2, GPT-3, et puis maintenant il y en a un nouveau, et puis il y en aura toujours des nouveaux, et surtout la popularisation des contenus générés par l'IA au travers de DALL-E et Midjourney, qui reste encore embryonnaire, et qui reste encore très statistique et très basé sur des algorithmes assez stéréotypés. GPT-3, il marche toujours de la même manière. Et bon, il est marrant aussi, il y a des règles intéressantes. Par exemple, vous n'avez pas le droit de dire du mal d'Elon Musk, par exemple. C'est assez amusant. Bon, enfin, qu'est-ce que va devenir l'IA dans la production de contenu? J'en sais rien. Au début, j'avais l'impression que c'était un épiphénomène. Et puis, c'est devenu tellement bon qu'au final, on finit par être bluffé et à se tromper quand on essaie de savoir qui a écrit la machine ou un homme. Et à tel point que les experts de l'IA aujourd'hui se font peur quand ils voient ce qu'ils font. Alors donc, ça commence à devenir préoccupant. Est-ce qu'il faut paniquer? Non, il ne faut pas paniquer, parce qu'en général, ces technologies-là mettent du temps à arriver, même si on voit les progrès très spectaculaires dans les 2 dernières années. 2021-2022. Ça a été très rapide. Bon, après, je pense qu'il y aura un certain ralentissement, certainement. Mais bon, dans le bas du bas de la production de contenu, tout ce qui est contenu SEO. Bon, déjà, tout ce qui est contenu automatique, dans la finance, dans l'immobilier, là, la messe est dite, c'est des machines qui vont écrire, qui écrivent déjà, depuis déjà des années. Donc, ça va être terminé. Si vous écrivez juste des commentaires de rapports annuels, vous pouvez oublier, c'est une machine qui fera votre boulot. Et puis, si vous faites des commentaires d'études de marché, comme ça nous arrive souvent, je pense qu'on va beaucoup utiliser l'IA. Est-ce que ça veut dire que l'IA va écrire à votre place? Non, pas forcément, mais vous allez l'utiliser beaucoup. Et pareil pour la construction de contenu. Donc, dans le contenu très haut de gamme, on va utiliser ces outils, mais ils seront des associés de l'humain. Et puis dans le bas de la production de contenu, on va avoir des productions de contenu très très bas niveau qui vont être fabriquées par des humains. Et tout ce qui était fabriqué en offshore, à mon avis, va disparaître assez rapidement. Alors 2023, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si je regarde les tautologues, ils nous disent que les cookies s'émiettent. Mais oui, mais en fait, on ne sait pas parce que ça repoussait tous les ans. Les réseaux décentralisés avec le Web 3, mais oui, mais là, mais on ne sait pas non plus. L'ascension et la chute du commerce social, il faudrait savoir, on ne sait pas non plus. Les analyses prédictives qui vont bouleverser le marketing, ouais, ok, admettons. Que l'expérience client reposera davantage sur les réseaux sociaux, c'est pas une nouveauté, ça fait 10 ans. Et puis surtout, ce que j'aime bien, c'est l'environnement ne passera plus au second plan, mais on passe au 8e plan. Et ce qui est un peu bizarre, parce qu'on pourrait s'attendre à ça, une nouvelle ère, logique. D'ailleurs, on a travaillé pas mal avec des thèmes là-dessus, responsabilité du marketing, qui dit en gros, le marketing doit devenir responsable, doit devenir pas héroïste, il doit devenir éthique. Notre ami Lobinia, il a parlé du marketing zéro même. On va sortir du buzz à tout prix, faire du marketing du bouche à oreille, c'est-à-dire faire en gros de bons produits et bien travailler en bon père de famille. Et les clients nous parleront de nous de façon éthique et sans être forcés, sans être payés, sans faire de clickbaiting, de link baiting, de tout ce qu'on veut baiting, mais d'apporter de la valeur aux clients. Voilà. Et puis de ne pas automatiser à outrance, mais de faire un marketing responsable et respectueux. Ça devrait être la logique. Mais bon, voilà, le danger, c'est qu'on fasse ça, quoi. C'est-à-dire encore plus de marketing bas de gamme là où il y en avait, encore plus de ROI là où il y en avait, encore plus de buzz, tout avec des influenceurs, parce qu'il faut le faire sur TikTok.
Bon, voilà, donc ça c'est possible effectivement que on aille vers ça et on peut faire confiance aux marketeurs pour les racler par le fond. Et de toute façon, la crise va nous pousser, comme le dit Randy Frisch, hein, qui est l'auteur de Content Marketing, FCK, Content Marketing. Euh, il nous fait 3 prédictions, c'est qu'en fait on va redescendre sur Terre. Les conditions économiques nous obligent, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, bon, pas faire des ratiocinations, il faut revenir sur Terre, faire moins de choses peut-être, et évoluer vers des choses plus standards, revenir. C'est ce que je dis toujours, quand on arrive dans une crise, il faut se resserrer sur le terrain. Donc, je vais donner des conseils pour la communication digitale. Alors, c'est pas exhaustif. Moi, je vais donner quelques conseils. D'abord, sur la forme et sur le fond. Sur le fond et sur la forme, pardon. Donc, sur le fond à gauche, d'adopter des stratégies de contenu, c'est-à-dire de sortir des campagnes, de s'inscrire dans la durée. Pourquoi ? Parce que, justement, dans ces périodes de crise, c'est là qu'on va se différencier, pendant que tout le monde attend que la guerre nucléaire se déclenche, c'est là qu'on va pouvoir prendre des places. Et ce qui me frappe surtout, c'est que dans ces stratégies de contenu, en fait, on voit souvent des gens qui produisent des contenus dans les entreprises, mais c'est pas seulement la production de contenu, il faut qu'il y ait une stratégie, il faut qu'il y ait... Et c'est ce que dit Randy Frisch, il faut se rapprocher du client. Dans la vente complexe, il va falloir expliquer, mais on peut aussi faire ça dans le e-commerce d'ailleurs. Hein. Il y a très peu de e-commerçants qui utilisent, on avait fait toute une mission pour Ibexa il y a quelques années, sur le e-commerce et sur la pauvreté du contenu qui pourtant est une évidence, un petit peu plus en B2B d'ailleurs. On voit des gens comme Manutan qui sont plutôt pas mauvais là-dedans. Soyez leader d'un point de vue original et puis faire du contenu multilingue. Je vois aussi beaucoup d'erreurs là-dedans qui sont faites avec du globish qui est fait à tout prix en français et des traductions qui sont finalement assez mauvaises. De plus en plus d'ailleurs, la traduction automatique vient nous aider là-dedans, et finalement moins mauvaise qu'un mauvais traducteur. Bien, donc le contenu, à mon avis, reste fondamental. Après, par rapport à ce que j'ai dit sur l'intelligence artificielle, encore une fois, il y a une grosse incertitude, donc toutes les choses vont changer, mais on ne sait pas quand ni comment, mais ça va changer, en tout cas, ça c'est sûr. Notre métier va changer. Il a déjà beaucoup changé. Sur la forme, on va sortir du lot, mais pas s'épuiser non plus à venir faire du content zombie, comme je dis. Souvent, c'est-à-dire fabriquer du contenu pour fabriquer du contenu. Travailler avec des influenceurs, parce que je vois les marques sont finalement assez démunies, que ce soit en B2B ou en B2C. Sur TikTok, ils n'y arrivent pas, donc il vaut mieux sous-traiter. C'est quand même des médias, même sur Instagram, sont des médias qui sont assez particuliers, donc il vaut mieux le laisser à des experts. Et en B2B, c'est un peu pareil, en fait. Les clients ont tendance un peu à ramer avec aussi bien d'ailleurs sur la techno que sur le marketing digital d'ailleurs. Et puis en B2B, parce qu'on va se rapprocher de plus en plus du client, ce qu'on appelle l'ABM, je vais passer un petit peu plus de temps. Et du coup, il ne faut pas s'arrêter à l'écriture, hein. Il y a plein d'autres choses dans le contenu, et surtout à adopter ce qu'on appelle le content repurposing, c'est-à-dire la possibilité de réutiliser ces contenus de façon différente. Alors, contenu, moi je vois souvent les clients s'arrêter à faire des fixettes sur les blogs. Et le blog reste, à mon avis, un pilier du content marketing aujourd'hui. Alors, c'est comme toujours, hein, quand les choses changent beaucoup, en fait, il y a toujours des fondamentaux qui, eux, ne changent pas. Et dans ces fondamentaux qui ne changent pas, eh bien, je dirais le blog reste un point focal. Mais il n'y a pas que le blog. Il y a des contenus produits, il y a des contenus profonds et il y a des contenus UGC. Et ça, c'est quelque chose qui est assez mal compris par les marques et mal pratiqué. Et je pense que là, il y a une grosse marge de progression. Et comme on est dans un environnement un peu incertain, un peu angoissant, eh bien, je dirais il faut se désangoisser et en allant de l'avant
parce que quand on est dans l'action, finalement, on pense moins à l'avenir qui est stressant. Deuxième conseil en B2B, c'est de renverser le fameux entonnoir de vente, parce que finalement on s'est aperçu que l'inbound marketing, ça marche peut-être bien pour les produits qui sont bien connus sur des marchés de masse. Si vous vendez des gommes, des crayons à des secrétaires dans le monde entier, oui, d'accord, l'inbound marketing est tout à fait adapté. On va se battre sur le SEO, on va se battre sur le SEA, on va se battre sur la conversion, et puis on va faire rentrer les gens dans un funnel et on va convertir, on va faire du marketing automation, etc. Le problème, c'est que plus on monte, et je répète, le B2B, c'est 80% du marché. Plus on va monter dans la valeur, plus on va vendre des choses qui sont chères et qui sont discrètes, et plus il va falloir travailler à l'envers, c'est-à-dire travailler non pas le bon vieil entonnoir de vente qui, je le rappelle, a été inventé par Thelmo Lewis en 1895 et qui mérite d'être changé. Donc, pour ça, il y a une méthode qui s'appelle Account-Based Marketing qui est une méthode qui vient faire la fusion entre le marketing et la vente et qui, à mon avis, l'avenir. Il y a tout un tas d'outils, d'ailleurs, comme le Sales Enablement, qui viennent soutenir ça. Et ça, c'est vraiment l'avenir. Je pense que, pour être franc, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de propositions, de stratégies, de contenu qui ne tournent pas autour de ces sujets-là. Même si on fait du contenu, on fait toujours du contenu dans cette optique-là, dans cette optique de travailler, de se rapprocher des clients. Donc, je dirais, quelque part, il y a une évolution, je vais m'arrêter là, dans les temps, 26 minutes 40, un conseil que je dirais de faire évoluer son marketing digital de manière collaborative vers le marketing des communautés. Alors c'est toujours pareil, c'est pas nouveau, le marketing des communautés, ça date, sur les communautés digitales, j'entends, ça date même des années 70, si j'en crois NetGain. Donc c'est vieux, ça date même d'avant Internet, les communautés en ligne. Donc c'est pas nouveau, mais il faut revenir aux fondamentaux, parce que ce travail d'influence, bien sûr vous allez le faire avec d'autres, mais je pense que les marques doivent mettre la main dans la pâte, travailler sur ce sujet, se faire accompagner, certes c'est la première étape, d'accord, mais aussi aller au-delà et passer à la confluence. Alors ça c'est peut-être déjà un petit peu plus dur, c'est ce qu'on fait nous traditionnellement, c'est produire des contenus de qualité qui se démarquent de la concurrence, et comme je l'ai dit, il faut qu'ils soient faits dans une logique ABM qui se rapproche de plus en plus du client. Ça peut s'appliquer au B2C de la même manière d'ailleurs. Contenu et influence. Alors nous on le fait avec des experts B2B, on peut le faire avec des experts B2C, c'est la même chose. C'est un cran plus loin. Ensuite, bien sûr, la difficulté, c'est de faire tout ça, mais de faire en sorte qu'il y ait des gens qui viennent. Et donc, ça demande des mécanismes web à la performance aussi, qui vont venir transformer la confluence en lead, en prospect, en client. Il y a un mélange de techniques organiques et de techniques payantes. Mais bon, ça, c'est quelque chose qui est important dans les entreprises, de bien gérer son portefeuille. Et puis, je pense que le stade ultime, et là, les entreprises sont très, très loin de faire ça. Il y a quelques bons exemples, comme GiveGaff, par exemple, au Royaume-Uni, de congruence. Ce sont des exemples où vous ne suivez plus les communautés, mais vous les fédérez, vous les inspirez, vous les rendez possibles. Et ça, il y a un gros travail à faire. Et je pense que quand on est à une période, justement, d'incertitude comme celle-là, eh bien, il faut aller de l'avant et inventer de nouvelles choses, et puis ça déstresse, ça évite de penser à l'avenir sombre. Voilà, je tiens dans les 30 minutes, c'était l'objectif de cette révision, et puis voilà, on retrouvera cette présentation le 13 décembre en Tunisie, puis je posterai sur Visionary Marketing également. Merci à vous, bonne journée.